Et c'est pas facile pour moi de parler après Mustapha qui était très pertinente. Et c'est pas facile de parler quand il fait très beau. Oui, maintenant, après la pluie. Et c'est pas facile quand Abouna est là, Abouna Talahanna. Mais je vais essayer. Et je vous en prie d'être patiente. Parce que moi, je peux communiquer en français, mais je vais faire des fautes, beaucoup de fautes de grammaire. Alors, je vous en prie d'être très patiente avec moi. Et je suis psychiatre, psychothérapeute, et je travaille en Palestine. Je fais un travail clinique et je forme des psys et des médecins. Comme il y a un taux, un niveau, une demande très élevée pour la santé mentale en Palestine, mais je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas parler de maladies mentales en Palestine aujourd'hui. Je vais parler de l'érosion de la mode de vie chez les Palestiniens et surtout à Jérusalem. Et les Jérusalémites sont des citoyens de nulle part. Et je parle de Jérusalem, et moi je ne pense pas que Jérusalem c'est plus important que d'autres places en Palestine. Et j'aime pas parler de ces catégories différentes pour les Palestiniens. J'ai entendu les questions sur les femmes. On ne peut pas parler des droits de femmes quand les droits de l'homme en Palestine, tous les hommes, tous les êtres humains en Palestine sont écrasés. Et de parler de Jérusalem sans parler de Gaza, la Cisjordanie, de Palestine 48, les Palestiniens de l'exil, c'est une forme de diviser les Palestiniens, de les catégoriser et d'affaiblir leurs droits et leur soutien et ténacité. Mais je parle comme on m'a demandé de parler de Jérusalem. Je parle de Jérusalem comme exemple de la méthode de l'État sioniste pour créer de nettoyage, des éliminations de la nationalité palestinienne. À Jérusalem, il y avait l'État d'occupation, l'État israélien était créé par l'expulsion massive du peuple palestinien. 2/3 du peuple palestinien a été expulsé en 1948. Et à Jérusalem, Lefta, Ain Karem, Deir Yassin, beaucoup des villes et des villages étaient nettoyés comme ça par les Palestiniens. Les Palestiniens étaient expulsés de ces villages. Et l'occupation continue de créer des réalités juives, de modifier et de changer la ville avec des mesures de discrimination. Et ça, c'est une méthode, une stratégie exemplaire que les Israéliens appliquent partout contre les Palestiniens. Et aussi garder les Palestiniens comme pour maintenir et pour donner une fausse image d'Israël comme une démocratie. Les Israéliens continuaient à garder les Palestiniens comme une minorité dans leur ville. La population palestinienne de Jérusalem ne grandit pas avec le temps parce que les mesures contre les Palestiniens de Jérusalem sont très fortes. Et c'est pour jouer avec les démographiques des Jérusalémites et les garder comme une minorité et donner une fausse image de démocratie. Et mon stratégie pour éviter les fautes en français, je montre beaucoup des photos, beaucoup d'images. Alors, en 1980, le Knesset a annoncé que Jérusalem est le capital une et indivisible de l'État d'Israël. Et ils ont commencé à fêter l'unification de Jérusalem. Moshe Dayan a parlé après, il était le ministre de guerre et le ministre de défense d'Israël, après 67, et il a dit que
Jérusalem était libérée et les Israéliens vont rester ici, ils ne vont pas quitter Jérusalem jamais. Et Jérusalem sera comme ça. Quand les Israéliens, en 8 Iyar, fêtent l'unification de Jérusalem. Avec toutes les provocations de manifs et les drapeaux israéliens partout à Jérusalem-Est. Et les États-Unis a passé la résolution 478 qui demande enfin à l'occupation, c'était contre la loi de Knesset qui s'est passée dans la même année, quelques mois après, qui demande enfin à l'occupation de Jérusalem, enfin aux modifications de caractère juridique et géographique de la ville. Alors c'est contre la loi. Malgré ça, il y a beaucoup de compagnies internationaux et des internationaux et des gouvernements de l'Occident qui s'impliquent dans la modification de la ville de Jérusalem, surtout Jérusalem-Est. Il y a par exemple le Light Train, le tramway de Jérusalem, qui est un projet colonial. Il y avait des compagnies françaises qui ont participé dans ce projet. Et il y a maintenant le projet du téléphérique de Silouane qui a fait le lien entre des lieux israéliens à travers une route palestinienne. Il y a aussi des compagnies israéliennes qui participent dans ça. Alors, il y a beaucoup de mesures, beaucoup de stratégies, des opérations qui ont bien orchestré pour faire les Palestiniens qui restent à Jérusalem vivre comme des aliens, comme des gens extraterrestres. Je vous donne quelques exemples. Je ne peux pas être exhaustive, compréhensive. Je donne juste quelques exemples pour ça. C'est une copie de mon laissez-passer. Les Palestiniens, ils ont une situation comme résidents à Jérusalem, mais pas citoyens. Et dans mon papier d'identité, j'ai vécu à l'extérieur en France pendant quelque temps et je devais obtenir un visa pour rentrer chez moi. Et dans mon visa, la nationalité était écrite indéfinie. Et avec le temps, la situation a amélioré un peu. Ma faute a amélioré. Mais aussi, ma nationalité, on m'a donné jordanienne comme nationalité. Et les Jérusalemites, les Palestiniens de Jérusalem, ils portent des papiers qui nient complètement qu'ils sont palestiniens. Malgré le fait qu'on est né à Jérusalem et nos parents et grands-parents sont des Jérusalemites. Un autre exemple, il y a une discrimination profonde à tout niveau entre les Israéliens et les Palestiniens qui vivent à Jérusalem. Les services de municipalité, les Palestiniens payent des amendes, des taxes très chères, très fatigants pour les Palestiniens. Il faut travailler beaucoup, travailler comme plusieurs personnes pour vivre bien à Jérusalem. Malgré ça, c'est selon des statistiques israéliennes publiées par B'Tselem, par exemple. 90% des taxes et des amendes, ils sont utilisés pour améliorer Jérusalem-Ouest. Et quand vous voyagez, quand vous faites le trajet à Jérusalem-Est et à Jérusalem-Ouest, la comparaison, c'est très choquant. 35 de terres palestiniennes, même les terres privées, étaient confisquées par Israël, par l'occupation. Et pour l'expansion de colonies, 80% des Palestiniens, ils vivent sous le seuil de pauvreté à Jérusalem. Et ce sont des faits ignorés même par les Palestiniens parce qu'ils regardent
ils pensent que les Palestiniens de Jérusalem, ils sont plus privilégiés que les autres, comme on a les cartes d'identité bleues, on peut circuler plus que les autres Palestiniens. Mais il y a des expériences qui posent des défis différents pour les Jérusalemites. Et les colonies israéliennes, ils repoussent comme des mushrooms, des champignons autour de Jérusalem. C'est une vieille photo de Abu Ghnim, qui est devenue un Har Homa colonie. Et les Palestiniens, comme moi, qui ont vécu, on peut souvenir les paysages. On voit les changements qui ont fait par force contre notre volonté et devant nos yeux. Et c'est très difficile comme expérience pour les Palestiniens. Parmi les lois arbitraires et discriminatoires, il y a des lois spéciales pour le mariage. Si vous êtes un juif, jérusalémite, ou vous habitez dans une colonie dans les montagnes de Nablus ou Ramallah, et vous voulez marier quelqu'un de l'extérieur, vous connaissez les Israéliens, ils parlent plusieurs langues, et ils ont plusieurs citoyennetés, ils voyagent beaucoup. Votre épouse sera immédiatement un Israélien. Et ils peuvent, malgré la religion, malgré la nationalité. Pour les Palestiniens de Jérusalem, s'ils veulent se marier avec quelqu'un à l'extérieur de Jérusalem, un cousin ou un parent, quelqu'un à Ramallah ou à Bethléem, c'est impossible de faire l'épouse jérusalémite. Et si vous restez 2 ans à l'extérieur de Jérusalem, et vous ne pouvez pas montrer tous les papiers que vous êtes habitant à Jérusalem, vous ratez votre carte de séjour, votre carte de résidence de Jérusalem. Et comme ça, les Palestiniens, comme ça, Mustafa a parlé de 70 000 Palestiniens qui ont perdu leur carte d'identité. C'est à cause de ces genres de régulation. Et si vous voulez étudier à l'extérieur et vous partez pendant 5 ans, c'est possible de rater la carte d'identité du Jérusalem. Et ce sont des chiffres, si ça vous intéresse, des chiffres des gens qui ont raté leur carte d'identité du Jérusalemite. Maintenant, il y a des menaces, même pour les gens qui verbalisent leur opinion politique sur Facebook. Si vous parlez contre l'État d'Israël, contre les mesures qu'Israël fait à Gaza ou en Cisjordanie ou à Jérusalem, ça risque d'aller en prison, la détention, et ça risque que vous ratez votre carte d'identité. Les Palestiniens qui participent, qui ont élu comme membres du Parlement, ils risquent aussi perdre leur carte d'identité jérusalémite. Et l'hébreu, c'est la langue officielle de tous les bureaux officiels et pas mal de rues et des institutions et de voisinage à Jérusalem. Et ça fait les gens vivre comme aliens, comme extraterrestres dans leur ville. Quand un Palestinien fait un attentat contre un Israélien, un Jérusalémite, il est tué immédiatement, même s'il ne pose pas un danger. Quand un Palestinien fait un attentat, même si il essaye de fuir, c'est souvent qu'il est tué immédiatement et le lendemain, son maison est démolie. Par exemple, les 3 qui ont participé à brûler Abu Khdeir, les jeunes de Shafat, Abu Khdeir, leur maison n'était pas démolie parce que c'est une loi différente pour les gens à Jérusalem.
Mais il ne faut pas faire un attentat pour avoir votre maison démolie à Jérusalem. Si vous voulez rénover votre maison, si les gens, les Palestiniens, ils font l'application pour une permission. L'application reste dans les cabinets pour des années, pour plus de 10 années, sans bouger. Et très peu des Palestiniens peuvent trouver l'autorisation pour grandir leur maison ou pour établir une maison. Et alors, les Palestiniens qui font le renouvellement de maisons ou établissent des maisons sans permission, ça risque la démolition, pas seulement des choses qui ont sans permis, mais aussi pour les premiers étages ou deuxième étage, pour lesquels il y avait déjà une permission. Et les Israéliens font pareil aussi, mais on n'entend pas des maisons des Israéliens qui étaient démolies à Jérusalem. Et jusqu'à l'autorité applique la démolition, alors elle commence par une menace. Et il abuse les Palestiniens. Les Palestiniens payent beaucoup d'amendes pour empêcher, pour essayer de repousser la décision de démolir leur maison. Et comme ça, il y a une économie, grande économie pour l'État d'Israël, des amendes que les Palestiniens payent contre toutes les choses que Israël fait, des conditions dans lesquelles les Palestiniens fonctionnent hors loi. Et il y a une grande économie qui est basée sur les choses que les Palestiniens font hors loi. Alors, la première, c'est le chiffre pour les maisons qui sont menacées d'être démolies. Et finalement, ça a fini avec la démolition des maisons. Et à Jérusalem, on vit dans une surveillance totale tout le temps, partout. Et quand il y a souvent des Palestiniens qui ont attaqué, des Palestiniens qui travaillent par exemple dans une station d'essence chez les Israéliens, ils sont attaqués par les Israéliens. Et quand les gens veulent investiguer ça, les Israéliens disent qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance. Alors on ne peut pas trouver qui a fait ça. Et Beit Hanina, Shafat, c'est partout qu'il y a des caméras de surveillance. Et dans les cas, par exemple, à Bridge, sur le pont d'Allenby, il y avait un juge palestinien qui était tué. Et sur le pont d'Allenby, c'est un frontière. Il faut avoir des caméras. Mais les Israéliens, ils ont dit que les caméras ne fonctionnaient pas dans ce jour-là. Et c'était grâce aux caméras de surveillance des shops, des magasins, qu'on pouvait identifier les gens qui ont tué Abu Khdir. Parce que les Israéliens, ils ont proclamé qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance. Ils ne pouvaient pas identifier les perpetrators, ceux qui ont fait l'attentat. Et parmi les stratégies, il y a le recouvrement de l'histoire, de fait, de géographie. C'est la photo de la cimetière Ma'manullah, qui était une cimetière très importante pour l'histoire de la Palestine et pour les musulmans. Et les Israéliens, ils ont confisqué le cimetière, ils ont établi le musée de la tolérance sur le cimetière, et bientôt ils vont démolir, ils vont établir des unités d'hôtels et des magasins pour le shopping dans le même lieu. Ça, c'est Deir Yassin. Et à Deir Yassin, il y avait plusieurs villages qui étaient démolis autour de Jérusalem. À Deir Yassin, les Israéliens, ils ont écrasé tout, ils ont laissé quelques maisons qui étaient appropriées plus tard par l'hôpital psychiatrique Kfar Shaoul.
c'est l'hôpital psychiatrique qui est ouvert pour les Palestiniens de Jérusalem, dans le lieu traumatique chez les Palestiniens. Deir Yassin, c'est un lieu de massacre, c'est lié avec les massacres. Et à côté de Deir Yassin, c'est le musée de l'Holocauste, Yad Vashem, qui est établi. Et c'est pas loin de cette géographie que le forêt de Jérusalem est, en fait, c'est manufactured. C'est le forêt de Jérusalem, c'est pas un vrai forêt. Il y avait un village qui s'appelle Khirbet el-Hammam dans le forêt de Jérusalem, mais les Israéliens, ils ont écrasé tout sur Khirbet el-Hammam. Il reste un winery, oui, il reste pressoir, une pressoir dans la forêt. Et les Israéliens, ils ont implanté des arbres de pin, des pins, pour créer une forêt qui ressemble aux forêts européennes. Et c'était dans la forêt que le jeune homme Abou Khder était tué, était brûlé vivant. Et la discrimination, ce n'est pas seulement entre les vivants, mais aussi entre les morts. Les Israéliens mettent beaucoup d'importance pour la commémoration. Il y a sur le montant de Herzl, et ils font la commémoration pour tous ceux qui ont tué par les Palestiniens, tous ceux qui ont tué parmi leurs armées qui tuent les Palestiniens, qui fait la guerre à Gaza et partout. Et c'est pas loin de le même lieu géographique où Abou Khder était tué. C'est au milieu, c'est le jeune homme Abou Khder, et à côté c'est Zalloum, l'enfant qui était Moussa Zalloum, il y avait les Israéliens, le même groupe qui a tué Abou Khder. Ils ont essayé de kidnapper Moussa Zalloum une nuit avant Abou Khder était kidnappé. Et la police était informée, mais ils n'ont rien fait. Et le troisième, c'est le cousin de Abou Khder, qui était frappé, brutalisé quand il a manifesté contre... quand il a participé dans le manif après le mort de Abou Khder. Et juste après qu'il était brûlé, cet lieu, c'est dans le forêt de Jérusalem. Et les gens, ils ont fait une plaque de commémoration pour les jeunes hommes. Et un an plus tard, j'ai fait une balade avec quelques gens parmi vous ici, dans la même forêt, et on a vu ça. La plaque de commémoration était écrasée, enlevée, et dans le même lieu, il y avait un trash can, une poubelle. Et c'était le 2 août, un jour après le crime de Douma. Et c'est la tentative d'effacer les mémoires, de ne pas laisser les gens voir qu'est-ce qui se passe, qui permet que les crimes se répètent. Et alors, on a vu une répétition de le même crime, même genre de crime. Je veux pas... Je peux dire quelques mots par rapport à ça. Les Israéliens, les officiels israéliens, ils ont condamné, ils ont appelé terrorisme la tentative, le crime de Douma. Mais ça fait partie de recouvrer les choses. Parce que maintenant, dans le discours israélien, il essaye de externaliser ce comportement. Et les Israéliens disent le crime de Douma et l'attentat contre le gay
à Jérusalem, ils sont de même genre. Non, ils sont différents. Parce qu'il y a toujours dans le discours des officiels et de membres du Knesset israélien une incitation à la haine vers les Palestiniens, un soutien énorme, financier et politique pour les colons. Et les actes de arson, de brûler, d'attaquer les Palestiniens, ne sont pas nouveaux. Tag Mechir, c'est un groupe israélien, ça fait longtemps qu'il fait des opérations contre les Palestiniens. Et il y avait une impunité totale, pas une seule fois, ils ont payé le prix pour leur tentative contre les Palestiniens. Mais le discours israélien maintenant officiel, il essaye de mettre le crime à Douma et les tentatives contre les homosexuels à côté. Ils sont externales, ils ne font pas partie de la communauté israélienne. Et ils essayent de créer, c'est pour sauver les autres colons, ils disent que ces colons étaient psychopathes, c'était pas bien, mais c'est une continuation du phénomène de colonisation. C'est pas toutes les colonisations peuvent pas être réalisées sans terroriser les Palestiniens comme ça, sans expulser des Palestiniens par des actes aussi graves et aussi mauvais. Et ce qui était spécialement difficile pour les Palestiniens, ça a pris lieu juste après l'autorité palestinienne. Moi, je ne vais pas parler, vous avez entendu assez sur l'autorité palestinienne, mais juste après, un mois après cet attentat, l'autorité palestinienne a mis des centaines de Palestiniens militants contre les colonies, contre l'État d'Israël en prison palestinienne. Et les Palestiniens, maintenant, ils sont complètement exposés aux colons. L'armée, les policiers israéliens défendent les colons. Les militants contre les colons, ils sont en prison palestinienne. Et l'autorité israélienne, il ne fait pas assez il ne fait rien, en fait, pour contrôler les colons. Malgré tout, les Palestiniens comprennent les défis de vivre en Palestine en général, mais surtout de vivre à Jérusalem. Et ils restent enracinés à Jérusalem. Et c'est le concept de Soumoud. Soumoud, c'est le mot arabe pour dire ténacité. Et le symbole pour les Palestiniens, c'est l'arbre d'olivier, avec les racines très fortes dans la terre. Et les Palestiniens, maintenant en psychologie, on parle, c'est trendy, c'est à la mode, de parler de positive psychology, de psychologie positive et de la résilience. La résilience, c'est l'adaptation, c'est de bouncing back, de se remettre rapidement. Mais le concept de Soumoud, ça fait longtemps, c'est dans la littérature palestinienne, même pendant le mandat britannique. C'est dans la poésie palestinienne, on parle de Soumoud, c'est beaucoup des années avant le mot résilience. Et il y a de petites différences. Le Soumoud, ce n'est pas seulement de l'adaptation ou c'est de faire face ou de remettre vite après le trauma, mais c'est de faire ça toujours en être defiant, en être defiant, et opposé, de faire ça, d'essayer de vivre normalement malgré la normalité et de faire face à l'occupation, contre l'occupation en même temps. Et la résilience, c'est un état d'esprit. Et la Soumoud, c'est d'action aussi. Ce n'est pas seulement un état d'esprit. Et il y a des concepts liés avec le Soumoud. Les Palestiniens voient, comme Mustapha a très bien expliqué, donné beaucoup de métaphores et des exemples, les Palestiniens, ils ont une vision, une narrative humaniste et économique de Jérusalem.
et de la Palestine. Et cette narrative, c'est essentiel, c'est très important pour conceptualiser leur existence et leur ténacité à Jérusalem. Et alors, on voit, Jérusalem est fermée. Beaucoup de gens ne peuvent pas, les gens de... C'est un rêve. J'ai rencontré parmi vous des gens qui étaient déprivés d'avoir accès à Jérusalem parce qu'ils sont en Cisjordanie. Malgré ça, les Palestiniens ils peuvent trouver des moyens. Ils utilisent des échelles ou des tunnels pour avoir accès à Jérusalem. Il y a pas mal de gens qui étaient ciblés, tués pendant cette aventure qui est pas facile. Elle prend un risque. Et quand les gens de Cisjordanie arrivent finalement à Jérusalem, ils font des selfies, mais selfies qui est pas comme les selfies superficiels de caractère. Ils font des selfies, ils montrent les noms de membres de famille et des amis qui pouvaient pas venir à Jérusalem. Pour montrer la signification de ce voyage, de lien, de l'appropriation de place pour eux. Et quand les Palestiniens ne peuvent pas arriver, accéder dans les vieilles villes, ils font leur prière à la point le plus proche de la vieille ville, de la mosquée. Et le soumoud, souvent, c'est pas d'être heureuse et d'être positive et d'avoir des émotions positives. Quelquefois, ça fait brûler, c'est difficile. Comme tenir en Palestine, on dit al-qabidoun ala al-jamr, c'est tenir des pierres brûlantes entre ses mains. Et c'est pas seulement pour la prière. Les gens, ils font la vie à Jérusalem et même dans les mosquées et devant les soldats. Les gens font le parcours partout. Et alors, il y a beaucoup de conditions qui ont fait spécialement pour créer des difficultés pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens développent la fatigue et le désespoir et préfèrent de vivre à l'extérieur. Malgré ça, on trouve des gens, peu de gens, pas peu de gens, beaucoup de gens qui peuvent faire face, qui peuvent insister de montrer leur identité, d'approprier la cité qui la volonté israélienne veulent faire étrangère pour leur peuple, pour le peuple palestinien. Et je vais pas parler plus, mais je reste à votre écoute et j'aimerais bien avoir votre question avec Abouna Atallah Hanna. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour, merci pour votre intervention déjà. Bon, c'est pas forcément en rapport avec votre intervention même, mais j'aurais aimé que peut-être vous puissiez nous dire un mot de ce que vous faites, de votre métier. Enfin, j'étais aussi venue vous écouter dans cette idée-là, de savoir un peu comment ça se passe au quotidien aussi, si vous travaillez dans un hôpital ou tout ça. Voilà, merci. Okay. Je fais un travail, je suis de Jérusalem, mais je fais un travail clinique et académique, surtout en Cisjordanie. Je dirige le CMP de Ramallah, c'est le centre médico-psychiatrique à Ramallah, où on prend soin de à peu près 5000 personnes. C'est de Ramallah et le banlieue de Ramallah. Et
à côté de ça, j'enseigne. Je fais la formation et j'enseigne les psys et les médecins à Jérusalem, à Al-Quds University, à l'université d'Al-Quds, et Birzeit et Bethlehem. Et il y a un programme aussi à George Washington, à l'université George Washington, qui s'appelle Global Mental Health Program. L'université George Washington envoie des résidents de psychiatrie, des gens qui font leur formation en psychiatrie, pour comprendre la psychologie et comment gérer les services de santé mentale en Palestine, dans un pays occupé. Et je donne des supervisions, je fais la supervision pour les résidents de George Washington. Et en Palestine, il y a très peu de psychiatres. On est 20. Il y a 3 femmes. 2 parmi nous sont... Il y a une qui est palestinienne et française, et une qui est de la Croatie, croate. Et il y a moi. Et comme on est très peu, alors on ne peut pas être... on travaille dans des domaines différents. Je travaille avec les adultes, avec les enfants, mais je fais aussi des dossiers pour le cours. Et je travaille aussi sur la documentation psychologique de la victime de torture israélien et palestinien. J'écris des dossiers pour documenter l'expérience selon le protocole Istanbul. C'est un protocole qui est accepté par les Nations Unies. Et je forme des médecins et des psychologues et des avocats sur le Istanbul Protocol pour élargir des nombres des gens qui peuvent faire le travail bénévole, de faire la documentation, parce que la documentation, c'est très important. Les témoignages, c'est très important au niveau d'aide psychologique. Mais aussi, en Palestine, on a l'espoir qu'un jour, c'est vrai, on a déjà fait plus que 900 dossiers que les Israéliens ont ramenés devant le cour israélien et pas une seule était récompensée. C'est des dossiers sur les prisonniers qui ont subi la torture dans les prisons israéliennes. Mais malgré ça, on continue le travail de documentation parce qu'un jour, les Palestiniens vont aller devant la Cour internationale. Et c'est très important pour garder et témoigner sur l'histoire de la Palestine. Oui, bonjour, je vous remercie beaucoup. Shukran. Juste une petite question. Vous avez mentionné tout à l'heure B'Tselem. Est-ce que vous avez travaillé avec B'Tselem en collaboration avec B'Tselem, qui est une organisation qui représente les Palestiniens dans la cour? Alors, la réponse courte, c'est non. Mais c'est une occasion pour moi de parler un peu de comment gérer la relation avec les Israéliens. Comment on peut faire de... je peux parler un peu sur l'éthique de faire des choses avec les Israéliens. Moi, je travaille pas avec B'Tselem, mais j'ai fait la documentation bénévole. Et on a passé cette documentation à travers PICATI. PICATI, c'est le Public Committee Against Torture in Israel. C'est un groupe de juridique israélien qui soutient les victimes de torture palestiniens et hors palestiniens aussi, les immigrants et tout ça. Alors, c'est un lien avec des Israéliens qui ne fait pas de compromis sur mes principes personnels et nationaux. Et ça peut aider l'enjeu
des Palestiniens. Et il y a beaucoup de fausses liens entre Israéliens et Palestiniens qui évitent tout le temps de parler de l'occupation. Par exemple, beaucoup des activités du Peres Center for Peace, on peut parler de la musique, du cinéma, de la médecine, de toutes les choses, mais il ne faut pas parler de l'occupation. Et c'est un lien qui apporte beaucoup de mal pour les Palestiniens et dilute, diffuser leur cause, leur enjeu. Mais moi, je suis prête à à travailler avec les Israéliens pour faire un changement, une transformation politique, un changement qui sert les enjeux palestiniens. Et c'est mon éthique personnelle que je peux expliquer, mais moi, je ne fais pas des récipes, des prescriptions pour les autres. C'est ce que marche pour moi. Moi, j'ai fait une partie de mes études en France, et puis en Angleterre, et puis j'ai fait 3 ans de formation en psychanalyse dans l'école israélienne de psychanalyse pendant 3 ans. Et j'étais la seule palestinienne. C'était pas facile, mais j'ai appris beaucoup de choses, pas seulement au niveau de psychanalyse, mais aussi au niveau de relations avec les Israéliens. Et il y a beaucoup de témoignages, de vignettes importants sur lesquels je peux écrire et partager mes réflexions à partir de cette expérience avec les autres. Une question qui est tout à fait qui peut paraître un peu iconoclaste pour. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Là, vous m'entendez mieux. Une question qui paraît un peu iconoclaste, un peu voilà. Êtes-vous passé vous-même par la psychanalyse ou par une psychothérapie, disons poussée? Moi, je suis passé par là et je sais que ce sont des, comment dirais-je, techniques de médecine, on va dire, en dehors de la médecine, qui sont tout à fait en dehors de tout contexte. C'est-à-dire que, en dehors de la guerre ou en dehors d'accidents ou autres, c'est quelque chose de très personnel. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'école psychanalyste de Jérusalem de 3 ans. 3 ans, c'est rien pour une psychanalyse. C'est comme si c'était un... Donc c'est ça. Bon voilà, je m'excuse de vous poser ça, mais je parle franchement puisque je connais un peu la question. Voilà. Merci de votre réponse. Thank you to answer. Ok. Oui, 3 ans, c'est pas pour devenir une psychanalyste, c'est pour faire une psychothérapie psychanalytique. C'est pour les psychiatres et les psychologues cliniciens qui sont formés avec des autres moyens aussi, peut-être d'autres techniques d'intervention aussi. Mais oui, ça fait partie de ma formation de faire une psychanalyse. Et à l'école de psychanalyse, on m'a demandé, ils ont insisté que j'ai fait ça avec une Israélienne, avec un Israélien. Et on m'a proposé de faire ça avec une Israélienne qui est très sensible à la question palestinienne, mais elle habite à Ain Karem, dans une maison. Son bureau, c'est dans le même lieu. C'est une maison arabe très renouvelée pour les élites israéliennes et pour les Israéliens de gauche. Et j'ai écrit beaucoup de lettres pour expliquer pourquoi je ne peux pas faire ça. Et finalement, ils ont accepté que j'ai fait ça avec avec quelqu'un qui... toutes les lettres, tous les détails étaient sur pourquoi je ne veux pas faire ça avec un Israélien. Et j'ai fait ça avec quelqu'un des États-Unis qui vient souvent en
Bonjour, et merci pour la qualité de votre français, je ne parle pas aussi bien que vous. Ma question est, pendant un voyage qu'on a fait avec plusieurs autres personnes en Palestine, il y a une formation qui nous a été donnée sur laquelle la presse en France ne parle pas, qui est le suivant. Il paraît que des prisonniers palestiniens qui sont condamnés à des peines très lourdes, surtout ceux qui ont apparemment commis des attentats, si jamais ils meurent en prison, les Israéliens ils gardent leur cadavre jusqu'à la fin de la peine. Est-ce que vous confirmez cette information ou pas? Je vous en prie de répéter. Je pouvais pas entendre. Est-ce que vous pouvez me donner... Ok, d'accord. Ok, j'ai pas bien compris la question. Donc, il paraît qu'il y a une pratique qu'utilisent les Israéliens pour un Palestinien qui a commis un attentat et qui a condamné à une lourde peine. S'il meurt en prison, les Israéliens gardent le corps en chambre froide jusqu'à la fin de la peine. Est-ce que vous confirmez ça ou pas? Ok. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ce qui est moins connu, je vous donne des exemples. Récemment, les Israéliens, ils ont tué 4 personnes en essayant de les arrêter. Il y avait quelqu'un à Beit Oumar, à côté de Hébron. Il y avait quelqu'un à Qalandia. Les Israéliens, je pense que même cette histoire de condamner les gens pour des centaines d'années et de congeler leur corps après, ça ne lui va pas. Dans le Knesset, ils discutent maintenant, il y a un discours sur l'exécution des Palestiniens qui sont impliqués dans les attentats. Et en fait, hors le discours du Knesset, c'est le pratique israélien. Ils vont pour arrêter des gens et ils finissent par tuer ces gens, disant qu'ils ont résisté ou ils ont fait, par exemple, pour le père d'un jeune homme de Beit Oumar qui a été assassiné. Et lui, il est connu comme militant politique. Et ils ont ciblé le fils. Le fils a perdu conscience et il a eu l'apparence de quelqu'un qui est mort. Et le père a essayé de jeter un pot de plin en plastique vide contre les Israéliens. Et c'était le prétexte pour le tuer. Il était assassiné. Oui, Sama. Tu as étudié l'impact psychologique de l'occupation sur les Palestiniens. Est-ce que tu pourrais, sans dresser tout le tableau clinique, mais nous donner quelques éléments sur l'impact sur le développement de l'enfant? Okay. Ça, c'est la première question. J'en ai une deuxième. On a parlé tout à l'heure avec Mustapha des moyens de résistance culturelle, armée, etc. Est-ce que pour toi, la ressource personnelle, la ressource psychologique peut constitue un moyen de résistance? Oui, merci pour les questions. En fait, je n'ai pas étudié parce que c'est pas établi. J'ai pas étudié, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les effets psychologiques sous occupation qui fait partie d'un cours ou académique ou quelque chose comme ça. Mais je travaille et je travaille, toute ma pratique c'est sous occupation. Et j'ai étudié à l'Occident et j'ai fait des observations différentes. Et je pense, et je écris sur ça, je pense que c'est naïf de présumer que ce qu'on apprend à l'Occident, ça marche en Palestine. On a un tableau différent que la Bible, le manuel psychiatrique
internationale ICD-10 ou américaine DSM-5. Les observations, ce qui se passe en Palestine, les gens pensent, chaque fois je rencontre des internationaux, ils pensent qu'il y a beaucoup de PTSD en Palestine, Post-Traumatic Stress Disorder. C'est pour les soldats américains en Irak, pour les soldats au Vietnam. Ça ne ressemble pas à notre expérience. En Palestine, il y a un trauma du communauté répétitive, chronique. Le menace, ce n'est pas imaginaire. Le PTSD d'un soldat qui a tué des gens en Irak, le combat il est terminé, mais il pense de ça tout le temps. Le menace, il est imaginaire. Pour les Palestiniens, le menace, il est vrai. Il est là tout le temps. C'est chaque jour que les Israéliens peuvent faire des crimes contre les Palestiniens. Alors la phénoménologie et les observations sont très différents et j'aimerais bien un jour participer à établir cette description, cette curricula pour expliquer les spécificités les spécificités professionnelles de travail en Palestine. Et c'est ce que j'essaye, parmi les choses que je fais, le travail professionnel que je fais en Palestine, je forme les gens qui travaillent pour Médecins sans frontières. Et il y a des internationaux. Les internationaux, ils s'appellent expats chez nous, pas immigrants. Alors, je parle avec ces gens sur les spécificités et les différences entre ce qu'on voit en Palestine et les textes occidentaux. Alors, il y a beaucoup de traumas, mais je ne pense pas qu'en Palestine, on a plus de désordres psychiatriques qu'ailleurs. Mais il y a une mode de vie difficile, érodée. Le bien-être du peuple palestinien, c'est ciblé. Et il faut faire beaucoup de choses qui ne sont pas des médicaments, qui ne sont pas des techniques thérapeutiques pour aider les gens. C'est ça le risque. Quand on parle de PTSD, on ne peut pas pathologiser l'expérience des Palestiniens. Et les Palestiniens ne sont pas des malades, ils sont occupés. Et c'est tout. Il faut enlever l'occupation, c'est ça la médecine. Il ne faut pas écouter des médicaments. Et l'autre, rappelle-moi de votre deuxième question, s'il te plaît. Quel est ton avis sur les ressources personnelles ou l'aspect psychologique en tant que forme de résistance? Oui, ça c'est très important, les ressources personnelles, mais aussi, comme les Palestiniens, ils ont déjà des ressources de communauté. Les Palestiniens sont un peuple croyant, même si les gens qui ne pratiquent pas. La croyance, c'est très important comme un élément de ténacité. Quand je parle de croyance, je ne parle pas de religion seulement. Je parle aussi de narrative. Les Palestiniens ils ont une narrative convaincante et très forte sur leur appropriation de la Palestine, qui est transmise d'une grand-mère à travers la mère, à travers les petits filles et fils. Et c'est très important pour le schéma de pensée pour les Palestiniens. Et ça aide beaucoup pour faire face et pour garder la ténacité des gens. Il y a aussi les liens familiaux sociaux. Que les Israéliens, ils savent bien que les liens, la cohésion sociale et les liens familiaux, c'est très important des Palestiniens. L'économie des Palestiniens, c'est dans une situation très difficile. La plupart des familles palestiniennes, ils peuvent vivre sur l'aide qui est donnée par leurs enfants qui travaillent à l'extérieur de la Palestine. Et Israël essaye de cibler la cohésion sociale et les liens familiaux par le mur, par créer le système de collaborateurs. Ça fait beaucoup de mal pour la cohésion sociale. Quand les Palestiniens sont ou pensent qu'il y a des collaborateurs entre le voisinage, parmi des familles,
ça fait beaucoup de mal psychologique pour les Palestiniens. Et quand j'ai parlé de Soumoud, j'ai mis juste quelques mots, mais je pense Soumoud, ce n'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas crié avec le Soumoud. C'est vrai qu'on a des tempéraments spécifiques quand nous sommes nés, mais on peut former les gens sur le Soumoud. On peut former la communauté. On peut créer des économies de Soumoud. On peut créer des organisations qui ne sont pas... Il y a beaucoup des ONG en Palestine, mais ce sont des ONG qui promouvoir le capitalisme et l'individualisme chez les Palestiniens. Il faut penser des autres ONG qui gardent le sens collectif et communautaire du peuple palestinien. Et ça va aider beaucoup à la ténacité. Oui, ici au fond de la salle à la régie. Juste une chose. Attends, juste une chose. أنا أود أن أضيف إلى ما تفضلت به الدكتورة التي أشكرها كثيرا على هذه المعلومات القيمة. أود أن أضيف أن الشعب الفلسطيني الذي ننتمي إليه طبعا جميعا مسيحيين ومسلمين هو من أكثر الشعوب العربية ثقافة وحرصا على نيل أعلى الدرجات الأكاديمية. عندنا جامعات، عندنا مؤسسات تعليمية. تصوروا أنه في فلسطين نسبة الأمية هي 0%، يعني ما في عندنا أمية. ترجم. D'abord, je voudrais remercier donc l'intervention de Dr Samar. Deuxièmement, je dois préciser une chose, c'est que le peuple palestinien est un peuple cultivé, dont l'éducation elle dépasse toutes les frontières, et il a fait ses preuves. Et donc c'est un peuple où l'alphabétisme est presque 0%. Excusez-moi. الثقافة التي يتمتع بها شعبنا الفلسطيني إضافة إلى كل العناصر الأخرى التي تحدثت عنها الدكتورة هي التي جعلت هذا الشعب صامدا ومتمسكا بأرضه وبقدسه ومقدساته بالرغم من كل الظروف الصعبة. وهنا سأقدم نموذج أنا شخصيا تعايشت معه بعد ما الترجمة اللي حكيته. Donc, je précise aussi que c'est grâce donc à cette éducation, ce peuple a réussi donc à se maintenir et à résister jusque-là. قبل 20 عاما تقريبا كنت مديرا لمدرسة مسيحية ثانوية في القدس، وطلبت منا السلطات الإسرائيلية بشكل غير مباشر بأنه يجب فصل كل المعلمين الذين يأتون إلينا من الضفة الغربية، يعني من بيت لحم، من بيت جالة، من بيت سحور، من رام الله، من غيرها من الأماكن، ويجب أن يكون التعليم مقصورا على أساتذة من داخل القدس أو من المناطق التي يحمل أبناؤها الهوية الزرقاء. Et donc il y a 20 ans, j'étais directeur d'un lycée dans lequel les enfants de Ramallah et d'ailleurs et de Quds venaient apprendre. Et donc on a reçu l'ordre des autorités de l'occupation de refuser tous les professeurs qui venaient enseigner dans ce lycée sous prétexte qu'ils ne portaient pas la carte d'identité bleue. رفضنا رفضا قاطعا هذا الطلب الإسرائيلي لأننا نعترف أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد سواء في القدس أو في رام الله أو في بيت سحور أو في بيت جالة، ونحن لا نتعاطى مع هذا التقسيم العنصري الإسرائيلي. فتمت معاقبة مدرستنا وأصبح الأساتذة الذين يأتون إلينا يمنعون من الوصول إلى مدينة القدس، فكانوا يأتون إلينا عبر الجبال وعبر الوعر وعبر طرق. يعني كان عشان المعلم يوصلني الساعة 7:30 صباحا لازم يطلع من بيته الساعة 4:30 صباحا من بيت سحور أو من بيت جالة التي تبعد عن القدس فقط 5 أو 6 كيلومتر.
Et bien entendu, donc nous avons refusé cet ordre administratif. Et nous avons donc tenu à ce que les profs continuent à venir. Mais imaginez que le galère, ils ont, pour empêcher donc ces profs de se rendre à notre lycée, on leur a interdit donc l'accès, puisqu'il y a les gens qui venaient de Beit Jala, Beit Lahem et Beit Sahour, donc devaient passer 4 heures pour pouvoir arriver à l'école. Donc un exemple, un professeur pour arriver à l'école à 7h30, il devait sortir de chez lui à 4 heures. Passant par les forêts ou passant par les détours ou des collines et des montagnes. Donc c'était ça la difficulté. الشعب الفلسطيني بإرادته الصلبة قادر على أن يحقق ما يريده خدمة لوطنه وخدمة لشعبه. قد تكون إسرائيل قوية بسلاحها وقوية بما تملكه من مال يغدق عليها من هنا وهناك، ولكن نحن أقوياء بوطنيتنا بصمودنا بتمسكنا بكل حبة تراب من ثرى فلسطين. Bien entendu, la détermination du peuple palestinien est indestructible. De toute façon, on ne peut pas détruire un être humain qui n'a pas perdu espoir. Ils ont toujours espoir, ils sont là, ils resteront là. Et peut-être aujourd'hui, l'occupant pense qu'il est surarmé, qu'il est fort, il a le soutien de partout, et de part et d'autre, mais nous sommes là, nous resterons, nous résisterons et nous gagnerons. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour vous deux. Alors, merci d'être là ce soir, Abouna et Samar. Et voilà, alors ma question, c'est comme vous êtes tous les deux de Jérusalem et que Jérusalem est quand même un point central et stratégique de beaucoup d'enjeux, c'est avec la vieille ville, avec tous les lieux saints, que c'est une ville que Israël veut s'approprier et très très fort. Comment la résistance à l'intérieur de Jérusalem et de manière aussi œcuménique, elle s'organise. Par exemple, est-ce qu'il y a des actions communes palestiniennes, musulmanes ou non, pour se battre pour Al-Aqsa? Est-ce que ce genre de choses, ça se passe? Et comment aussi vous faites face aux tentatives de division d'Israël, qui essayent par exemple d'appeler les chrétiens palestiniens à rentrer dans l'armée israélienne? Merci. La question إسرائيل تسعى بوسائل معهودة وغير معهودة لطمس الهوية العربية الفلسطينية الإسلامية المسيحية لمدينة القدس. Donc l'occupant cherche par tous les moyens à opprimer le peuple palestinien et à effacer donc son identité et son histoire. يعتدون على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكما تسمعون وتلاحظون في وسائل الإعلام هنالك تعديات مباشرة على المسجد الأقصى المبارك. Et donc, sans distinction, ils font la pression et ils mettent donc la pression sur la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Et comme vous l'avez entendu et vu peut-être récemment, donc les interventions et la violation donc de l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. وأنا قبل أن آتي إلى هنا كنت في زيارة إلى المسجد الأقصى المبارك أنا ومجموعة من رجال الدين المسيحي الفلسطينيين. ذهبنا إلى هناك لكي نتضامن مع إخوتنا المسلمين المعتكفين ولكي نظهر كشعب فلسطيني واحد يعاني من الاحتلال ومن قمع الاحتلال. نحن شعب فلسطيني واحد، وعندما يعتدى على الأقصى يعتدى على كل الشعب الفلسطيني، كما أنه عندما يعتدى أيضا على المقدسات المسيحية يعتدى على كل الشعب الفلسطيني. D'ailleurs, moi-même, avec d'autres hommes de l'église de Jérusalem, nous sommes rendus donc à Al-Aqsa il y a quelque temps, donc pour montrer notre solidarité avec ceux qui restent pour protéger Al-Aqsa. Donc, comme vous le savez, actuellement, vous avez des femmes, surtout des femmes, qui restent donc à Al-Aqsa pour le protéger de la violation qui est prévue et qui peut arriver à tout moment.
par les colons donc, qui veulent intervenir dans la mosquée sainte. تمت مصادرة الكثير من الأوقاف والعقارات التابعة للأوقاف المسيحية وللأوقاف الإسلامية في عدة مواقع في مدينة القدس، وفي بعض هذه المواقع بنيت مؤسسات إسرائيلية حكومية. يعني تصوروا مثلا أن الكنيسة الإسرائيلي مبني على أرض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية صدرت عام 48. مقر رئيس دولة إسرائيل مبني على أرض تابعة للكنيسة تم الاستيلاء عليها عام 48. وكذلك حتى متحف إسرائيل، يعني تحدثت الأخت عن متحف السلام الذي يريدون بناءه فوق المقابر الإسلامية في منطقة مأمن الله. حتى متحف إسرائيل نفسه مبني على أراضي تابعة للكنيسة استولت عليها إسرائيل بطريقة غير قانونية. Donc tout est presque illégal. Donc l'occupant n'hésite pas à confisquer des terres et des biens qui appartenaient à l'Église comme au clergé musulman, si j'ose dire, si ça peut se dire comme ça, et pour s'approprier donc ces terres en construisant, d'ailleurs le Knesset est sur une terre confisquée qui appartenait à l'Église orthodoxe en 48, ainsi que la maison donc de la présidence israélienne. Et là, le musée de la paix qui est donc envisagé d'être construit, il va être construit sur une terre qui appartient donc aux musulmans de Jérusalem. ما يسمى ببلدية القدس يعني وزارة التعليم الإسرائيلية يسعون لتغيير المناهج التعليمية في مدارس القدس، يريدون أن تشطب من المناهج الفلسطينية كل الأمور التي لها علاقة بالنكبة وبقضية الشعب الفلسطيني. يعني بمعنى آخر يريدوننا أن ننسى فلسطين وأن ننسى القدس. Donc l'occupant par tous les moyens essaye donc d'effacer l'histoire et la mémoire du peuple palestinien. Ne serait-ce pas le biais donc de l'éducation, il veut retirer de tous les programmes scolaires tout ce qui est en rapport, tout ce qui raconte l'histoire et l'existence du peuple palestinien à Jérusalem. وهذا طبعا لن يحدث. لن نتنازل عن القدس ولن نتنازل عن فلسطين ولن نتنازل عن حقنا في أن نعيش في وطننا وفي أن يعود الفلسطينيين المنكوبين إلى مدينتهم وإلى وطنهم. هنالك تحديات أخرى في مدينة القدس. هنالك المخدرات مثلا التي يسعى الاحتلال لإرسالها للمجتمع الفلسطيني. يريدون إدخال الشباب الفلسطيني في متاهات المخدرات والإدمان على الكحول وغيرها أيضا من المظاهر السلبية التي لا مجال لذكرها الآن. Donc bien entendu ça ne passera pas, c'est un défi, la société palestinienne donc elle se défend, elle se défendra, elle résistera et ne serait-ce que par les simples moyens qu'elle possède, mais les Israéliens bien entendu et l'occupant cherchent à tout prix à démanteler cette cohésion sociale dans la société palestinienne. Ça peut être par les drogues qui sont introduites donc dans les sociétés et chez les jeunes, ou via donc l'alcoolisme. On a bon nombre donc de jeunes qui ont recours par désespoir peut-être ou par une autre raison, sont poussés donc à utiliser la drogue comme un moyen donc de fuir et de subir. كما أن إسرائيل تسعى من خلال مرتزقتها وعملائها بكافة مسمياتهم وألقابهم لإثارة النعرات الطائفية والفتن في المجتمع الفلسطيني خاصة بين المسلمين والمسيحيين. ولذلك نحن في فلسطين نسعى لتحصين جبهتنا الداخلية من خلال تعاون رجال الدين من كل الطوائف المسيحيين والمسلمين. نحن عندنا مؤسسات في فلسطين إسلامية مسيحية مشتركة هادفة لإبطال وإفشال كافة المخططات والمؤامرات الهادفة لتفكيك المجتمعات بناء على الانتماءات الدينية والمذهبية. Donc l'occupant à l'aide ou à travers ses pions et ses espions cherche à tout moment donc de déstabiliser cette société-là et faire valoir donc ses intérêts et sa mainmise sur Jérusalem et sur toute la Palestine. وأنا أتذكر حقيقة وبهذا أختتم أغنية لمطرب مصري كان يقول الأرض بتتكلم عربي.
في فلسطين الأرض بتتكلم عربي وبتتكلم فلسطيني، ومهما حاولوا تشويه صورة فلسطين وطمس معالمها ستبقى كل كنائسها وكل مساجدها وحجارتها وأزقتها وأسوارها تتحدث عن تاريخها العربي الفلسطيني العريق. لن يتمكنوا من تشويه التاريخ مهما حاولوا تزوير التاريخ. التاريخ هو التاريخ، وسيبقى هذا التاريخ يشير إلى عروبة القدس وإلى فلسطينيتها وارتباطها بالشعب الفلسطيني. Donc je me rappelle d'une chanson par un chanteur arabe qui dit l'ard تتكلم عربي, donc la terre parle arabe, le palestinien parle arabe, parlera arabe et restera arabe. La Palestine, tous les Palestiniens, tous ces citoyens, musulmans et chrétiens, et eux, ils vont rester sur cette terre-là et ils seront vainqueurs à la fin. Merci pour votre... Bonjour et merci pour vos interventions. Ah, il a pas... Ok. Je peux ajouter deux choses. C'est comme Abouna a dit que c'est très important de garder le lien entre les Israéliens, entre les chrétiens et les musulmans en Palestine pour être immunés. Mais aussi c'est très important de ne pas accepter l'isolation de le contexte de Jérusalem. C'est très important de lier ce qui se passe à Jérusalem avec tout ce qui se passe pour la Palestine et pour les Palestiniens, et d'utiliser aussi la profondeur humanitaire et internationale de ce qui se passe en Palestine et à Jérusalem. Parce que la cause palestinienne, c'est une cause juste et morale. Malheureusement, on n'a pas des bons avocats pour ça. Et il y a un aspect humanitaire. Dans la littérature musulmane, il y a un hadith qui dit la destruction d'un mosque, c'est moins important de la bien-être d'un être humain. Et ça, c'est très important et c'est fondamental. Toute la provocation qui est faite contre la mosquée, c'est moins important que tout le mal qui est fait contre la vie des Palestiniens et le bien-être du peuple palestinien. Et il y a un aspect humanitaire qui est très large, qui touche pas seulement nous les Palestiniens, mais partout dans le monde. Les Palestiniens, c'est le mal le plus important contre les Palestiniens. Si les Palestiniens pensent un jour qu'il n'y a pas de goodness, il n'y a pas de bien dans le monde, et si les Palestiniens un jour oublient qu'il y a des possibilités d'avoir de l'aide de l'extérieur, c'est pas bien. C'est pas bien pour les Palestiniens. Alors il faut lancer et améliorer la solidarité internationale. C'est pour sauver Jérusalem et les Palestiniens et des autres gens comme les Palestiniens qui souffrent de l'oppression, une oppression énorme. Et c'est très important de créer des alliances et des stratégies entre les opprimés du monde pour mieux faire face à leurs oppresseurs.